Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer du coup une table ronde autour du sujet des pratiques DevOps, des devs, où est la frontière, quand commence l'un, quand s'arrête l'autre. Et du coup je suis la modératrice de cette table ronde, je m'appelle Leïla, je suis développeuse et co-organisatrice de la communauté Ladies of Code Paris. Donc je vous propose de peut-être faire un petit tour de table où on se présenterait chacun et chacune une minute. Top chrono. Donc commençons par Juliette. Eh ben, bonjour. Je suis développeuse issue d'une reconversion il y a 4 ans. Et je suis aussi animatrice d'une communauté Women on Rails. Et voilà. Angélique, je suis software developer depuis longtemps, depuis 15 ans. Être inconnue. Voilà. Et je suis aussi donc dans l'équipe qui dirige Duchesse France, qui est une association pour les femmes dans l'informatique. Et je ne sais pas si on dit notre poste ou pas tout de suite. Si, tu peux. Hein. Et je suis actuellement Senior Software Engineer chez Talend, qui est un outil d'ETL. Bonjour, donc moi c'est Hugo Lassiège, je travaille chez Malte, je suis CTO chez Malte et c'est une entreprise qui est là depuis maintenant une dizaine d'années, donc j'ai plutôt une casquette, un background qui est développeur back-end à l'origine, aujourd'hui une forte appétence sur le web en général et voilà. Ok. Alors en discutant tout à l'heure avec Angélique complètement en dehors de la table ronde sur la notion de DevOps, on a réalisé qu'on avait un peu des notions différentes de ce qu'on comprenait de ce terme. Qu'est-ce que c'est pour vous à quoi ça correspond le mot de DevOps pour vous? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une philosophie de vie? Qu'est-ce que c'est? Qui veut commencer? En fait, moi, je me suis rendu compte que ce que je faisais dans mon précédent boulot, là, software engineer chez Aircall, c'était du DevOps, mais sans le savoir. J'ai rejoint l'entreprise en août et au mois de juin suivant, j'ai préparé une conférence sur le serverless, qui est aussi un mot valise pour tout. Ouais. Et j'ai commencé à faire pas mal de recherches, à écouter des podcasts, et c'est là où je suis tombée sur effectivement la culture, la philosophie DevOps. Et comme j'ai dit, moi je viens d'une reconversion il y a juste 4 ans. Donc tout ce qui est serveur sur place. J'ai fait un stage en service public où on avait des serveurs dans les locaux, effectivement. Mais sinon, c'était... la séparation Dev et Ops, je ne l'ai pas vraiment connue, quoi. Ok. Donc, ouais. Oui, du coup, je n'ai pas donné de définition. Mais au niveau de la team chez Aircall, typiquement, comment est-ce qu'elle était constituée? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient dédiées à tout ce qui est tâches liées à l'infrastructure ou pas spécialement? Il y a une équipe SRE et sécurité. Mais après, du coup, chez Aircall, c'est beaucoup c'est de la WS. Donc oui, moi, au début, j'étais très frustrée quand je suis arrivée dans ce job parce que je comprenais pas pourquoi on me demandait d'écrire des fichiers YAML. J'étais en mode, mais je suis développeuse, je fais pas ça. Et du coup, ça a mis du temps à monter au cerveau en me disant, si, en fait, tu es responsable de ton code, mais vraiment de bout en bout, parce que c'est vrai que j'avais eu 2 petites expériences avant en start-up où j'avais mon code et puis quelqu'un le prenait et le mettait magiquement en ligne. Ouais. Il s'envolait tel un oiseau. Et voilà, et là, c'était un peu plus... j'ai mis les mains dans le cambouis. Donc voilà, DevOps, c'est un élargissement du métier de dev pour moi, je dirais. Pour moi, le DevOps, j'avais compris que c'était une culture, une attitude vis-à-vis de... En gros, c'est vrai que le dev, on voit très bien ce que c'est. C'est le code qui soit Java, JavaScript, Go, voilà. Et Ops, c'est plutôt en général la production. Donc c'est vraiment... Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a toute une zone floue où au final, il faut des compétences un peu mixtes. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette zone entre les deux parce que une application, elle est vraiment finie quand elle est en production, utilisée par les utilisateurs et qu'elle fonctionne bien. Donc pour moi, DevOps, c'est un peu ça, c'est un peu étendre le dev vers la partie opération, production. Je pense qu'il y a un exemple peut-être qui est très parlant, c'est le jour où, par exemple, il y a une fuite de mémoire sur une application Java.
une personne qui est ingénieur système réseau va pas forcément avoir les clés pour comprendre d'où vient la fuite de mémoire, mais va connaître les outils infra. Et une personne qui développe et qui connaît très bien Java, Quarkus, Spring, machin, va peut-être pas forcément avoir les attitudes ou les outils pour aller inspecter cette fuite de mémoire, etc. Donc pour moi, il y a vraiment le code et après l'exécution, la performance, la qualité, etc. Pour moi, DevOps, c'est une extension, on va dire, du dev, enfin, je trouve. Voilà. Non, mais assez en phase. Je rajouterais, donc, et comme tu dis, il y a un peu un côté philosophie, on essaie de rapprocher le dev et de l'ops. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, c'est en tant que dev, il faut que tu apprennes à... Enfin, you build it, you run it. Donc tu dois vraiment être responsable de ce qui tourne et tu dois être capable de comprendre comment ça fonctionne. Mais il y avait aussi la partie ops, dans le sens où il y avait des pratiques de dev qui étaient ramenées côté de l'ops. Je pense à tout ce qui est infrastructure as code, par exemple, pour essayer d'avoir un côté aussi peut-être plus... je ne dis pas industrialisable parce que c'était un peu péjoratif, mais parce que c'était déjà industrialisé avant quand même. Mais il y a ce côté un peu reproductibilité aussi. Donc il y a un peu pour moi ces deux trucs-là. Mais c'est vrai que par contre, si on regarde un peu dans l'industrie, on voit bien que... Et alors, sur Malte, on peut chercher des gens. Et il y a une catégorie DevOps. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent des gens en se disant que DevOps c'est un métier. Souvent, ils associent ça à Cloud Engineer, beaucoup. Certains à sysadmin, mais moins, parce qu'il y a une dimension un petit peu, entre guillemets, ancienne, entre guillemets. Mais il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de free, par exemple, qui vont se qualifier comme DevOps parce qu'ils savent que c'est ce que cherchent les gens. Donc du coup, il faut aussi jouer le jeu et se dire, OK, il y a des gens qui considèrent que c'est un métier. Mais voilà, c'est... Après, je pense qu'avant, on appelait la maintenance applicative, enfin, avant que DevOps existe. Non, c'était pas... Non, la maintenance... Moi, quand j'ai commencé... il y avait, ça s'appelait, oui, c'est ça, la maintenance applicative, c'est-à-dire que tu avais le développement et puis tu avais le bug fix et puis la mise en production, ne serait-ce que prendre le package, le passer de la qualif aux autres environnements jusqu'à la production et de valider chaque étape. Ça s'appelait maintenance, je pense. Et du coup, une personne qui développait ne savait pas du tout comment son code fonctionnait en production, n'était pas au courant de bugs ou n'avait pas à le réparer. Alors moi, je pense que je suis biaisée parce que je choisis que des entreprises où il y a le dev et l'ops dans le poste. Donc je pense que j'ai une vue biaisée en fait. La question que j'allais vous poser peut-être à tous les deux, c'est comment elles sont structurées dans vos jobs actuels. Comment les équipes sont structurées? Est-ce qu'il y a des personnes dédiées à l'infra ou est-ce que c'est de votre côté? Peut-être Angélique, il y a des... Donc l'équipe dans laquelle je suis actuellement chez Talend, on est bas niveau. C'est du développement Java et du développement Kubernetes. Et donc, il y a une partie Helm chart et tout ça qui est quand même assez bas niveau. Et en fait, du coup, l'équipe, ça dépend des affinités de chacun, mais on touche un peu à tout. Et après, on a une personne qui est un peu plus infra et CI, je crois. Donc, qui est très sur l'automatisation des déploiements, etc. Donc, c'est plutôt cette personne-là qui va être... si on donne une casquette DevOps, ça va être vers cette personne-là. Donc on a les devs en gros qui font un peu tout, cette personne DevOps, et après on a des Ops. Et donc la personne qui est DevOps dans l'équipe, effectivement, fait bien le pont entre, je sais pas, il faut montrer la version de Postgres par exemple sur les serveurs, il y a peut-être une interruption de 1 minute à avoir ou quelque chose. Enfin voilà, c'est un peu ce lien entre les deux, quoi. Nous, on a une équipe, pardon, j'en parle toujours, parce que je viens juste de quitter, mais il y a une équipe DBRE pour tout ce qui est du coup database et... Enfin oui, parce que j'avais oublié de citer les SRE, il y a SRE, DBRE aussi pour spécialiser les bases de données. Je ne sais pas si on peut les appeler Ops. Ouais, mais ça reste un peu spécialisé. Okay. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est... On a une équipe plateforme, et cette équipe plateforme, son objectif, c'est vraiment de produire un service utilisable par les devs, par les autres équipes produits, mais de façon à les rendre autonomes. L'objectif, c'est pas de les décharger de la responsabilité de faire tourner leur code en production, c'est plutôt de leur donner les billes pour ça. Alors je donne un exemple, c'est eux qui ont fait tout un ensemble de choix d'architecture pour mettre en place Datadog ou Cloudflare, etc. Par contre, l'idée, c'est d'avoir
des briques logicielles que les autres puissent utiliser. En gros, moi je suis dans une équipe, si je suis dans une équipe produit, je vais développer mon produit et je vais pouvoir avoir de l'alerting qui revient directement sur des channels. Je vais pouvoir aller lire ce qui se passe dans Datadog et je vais être autonome normalement sur la résolution, jusqu'à un certain seuil, parce qu'il y a quand même un moment où potentiellement je peux être bloqué. Donc l'équipe plateforme, elle est créer un produit qui est la plateforme elle-même, plateforme de dev. Mais pour autant, les devs ils sont censés être autonomes, enfin avoir de l'autonomie grâce à ça. Elle est comment, Elle est comment l'architecture chez Malte du coup? Alors quand tu dis architecture, tu penses à le fait qu'on soit sur le cloud par exemple? Pardon? Tu pensais au fait qu'on soit sur le cloud par exemple? Oui, ou en microservice, du coup, parce que tu dis en quoi les développeurs doivent être indépendants en fait. Oui, parce qu'effectivement, c'est assez... c'est un bon sujet de contexte. On a plein d'équipes qui ont chacun plusieurs applications en fait. C'est-à-dire que grosso modo, de l'extérieur, c'est un site. Ouais. Mais chaque portion du site, chaque page par exemple, peut correspondre à un service en particulier. Donc il peut y avoir une équipe qui est que sur la partie moteur de recherche. Ils sont responsables de ce endpoint au sens large. Et ils peuvent être responsables d'autres petites applis un peu qui proposent des services à côté. Donc oui, quand je parle d'autonomie, c'est-à-dire que cette équipe-là, elle reçoit un alerting spécialisé pour cette équipe-là. Parce que sinon, si on arrose trop de monde, personne ne fait rien. Et donc, elle doit retrouver ses billes, que ce soit sur les outils comme Sentry, comme Datadog sur la partie APM, etc. D'accord. Et juste en termes de scaling, je ne sais pas après quand est-ce que tu es arrivé chez Malte au niveau de la croissance de l'équipe, mais quand tu es arrivé avant ou après que cette équipe se crée? Je suis un des fondateurs. Donc t'es un fondateur, ok, j'avais pas le contexte, pardon. Je suis arrivé au tout début de Malte. Et justement, quand est-ce que l'équipe plateforme, quand est-ce que vous avez ressenti ce besoin-là de vous dire, ok, on a besoin d'avoir... Tardivement. Je ne me rappelle plus des dates, mais aujourd'hui, on est à près 120 sur la partie engineering tech. En 2012, on est 2. Entre-temps, il y a eu pas mal de phases. Le moment où on a vraiment... la première personne qui nous a rejoint avec des compétences pure Ops, c'est vraiment pas pour faire du dev, c'est 2017. Donc on a mis 5 ans avant d'avoir quelqu'un qui fasse ça. Pour autant, c'est là où DevOps prend son sens. C'est-à-dire que pour autant, on savait faire fonctionner l'application entre 2012 et 2017. Clairement, ouais. Voilà. Ok. Et en termes de recrutement, est-ce que c'est un profil qui est difficile à internaliser? Puisque j'ai l'impression parfois qu'on a tendance à faire beaucoup appel à des freelances dans certaines... Je ne sais pas si vous avez connu ça, je sais que dans mes précédentes entreprises, on a beaucoup fait appel à des freelances pour des problématiques d'infrastructure. Est-ce que... c'est quoi votre retour d'expérience là-dessus chez Malte? Tous les postes sont durs à internaliser pour être complet. En fait, en proportion, il y a peut-être moins de personnes qui sont sur des postes pure Ops. Donc, effectivement, après, sur le marché du travail, ça se ressent quand toi, tu recherches. Après, en termes de... Si je regarde le rapport offre-demande, parce qu'on s'amuse un peu tous les ans à regarder un peu les datas qu'on a sur la plateforme, donc on sait qui s'inscrit, on sait avec quelles compétences et on sait ce qui est recherché aussi. Et certains métiers, je pense à Cloud Engineer notamment, il y a un rapport offre-demande qui est assez fort et qui a tendance à se durcir dans les dernières années. Donc ouais, il y a une forte demande sur ces métiers-là. Ouais. Ok. Et donc on parle souvent des devs qui doivent se mettre un peu, qui sont responsables du fait que leur code doit marcher, que ce soit sur leur machine ou en prod et qu'ils doivent le suivre de bout en bout. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez vues dans vos équipes respectives d'échange en fait entre les personnes dédiées à l'infra et les devs sur justement l'échange sur vos métiers respectifs? Est-ce que les gens de l'infra font parfois un peu de code ou pas spécialement? C'est plutôt rare, je pense, dans ce sens-là, parce que souvent l'infra est plutôt mutualisée à travers plusieurs équipes de développement. Et entre guillemets, la force de frappe est plus grande du coup côté développement que côté infra, parce que souvent c'est des équipes un peu transverses et c'est une équipe, alors que derrière il y a, 5-6 équipes de développement qui vont déployer leur microservice, leur appli. Donc du coup, je pense que c'est plus en termes de ressources humaines, concrètement, il y a un peu plus
voilà, côté application, si ton application elle doit absolument, je sais pas, avoir un nouveau monitoring, comme tu disais, un nouvel alerting et tout, ça va être pris dans les équipes plutôt applicatives avec le support des personnes Ops ou d'infra. Puisque c'est eux qui fournissent les outils, ceux qui fournissent c'est un peu comme tu disais, ceux qui fournissent la structure, le cadre, toutes les applications utilisent les mêmes types d'alerting et après les alertings ils sont routés vers les bonnes équipes, etc. quoi. Je pense que c'est plutôt dans ce sens. Donc pas beaucoup de sens infra qui essaye de voir un peu comment le produit fonctionne ou... Nous, ça s'est matérialisé par plutôt des personnes qui ont changé d'équipe. Donc il y a eu pas mal de ça. Soit des personnes qui ont démarré en Ops, qui sont passées sur d'autres équipes, Data par exemple, Dev aussi. Et à l'inverse, il y a des personnes qui avaient plutôt un background de Dev et qui sont passées sur la partie plus Ops Cloud Engineer. Donc il y a eu beaucoup de passerelles, ce qui fait que déjà il y a des fois des personnes qui sont assez autonomes aussi s'ils doivent retourner sur une application, pourquoi elle ne fonctionne pas, etc. S'ils peuvent plus facilement aider. Ça, plus toutes les présentations qu'on va faire, il y a pas mal de présentations en interne, et donc on va faire du partage de connaissances de cette façon-là. Voilà, tous les éléments qui permettent de brasser un peu. Ok. Et peut-être aussi question pour Juliette et Angélique, du coup, vous que vous êtes dev, sur toute cette philosophie DevOps, sur l'aspect où parfois vous êtes amené à être sur des tâches d'infra, quelles ont été peut-être les difficultés pour vous? Est-ce que vous avez un souvenir de projet qui vous a un peu marqué, et qui vous a un peu trigger, traumatisé, on va dire, là, si vous avez des retours d'expérience à partager? Ou des projets qui se sont bien passés, hein, on peut être positif aussi. Moi, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai commencé dans le développement. On écrivait des classes Java et on les mettait avec FileZilla. Voilà, donc ça c'était Donc maintenant, quand tu fais du dev Java, tu as Maven ou Gradle, tu as Java, tu as Spring, tu as Docker parce qu'en local tu as un. Et puis donc il y a déjà côté développement une stack qui commence à être de plus en plus complexe. Et en fait, quand tu rajoutes l'infra, tu rajoutes des technos dans l'autre sens. Et là, typiquement, je faisais un peu de Kubernetes avant, mais pas trop. Et là, j'ai un nouveau poste où je fais beaucoup de Kubernetes. Donc je me sens un peu dépassée, quoi, parce que c'est vraiment un nouveau monde à découvrir. Les M-charts et tout ça, enfin voilà. Et c'est vrai que je pense qu'on a l'impression de ne pas maîtriser ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui est peut-être dur en tant que dev et qui donne des fois des frictions ou de la résistance. C'est qu'en fait, il faut vraiment... Il faut apprendre des nouveaux trucs et puis des concepts qui ne sont pas du tout dev, donc qui sont vraiment pas dans le même sens, etc. quoi. Donc, le point commun, c'est Git. Donc là, Git, c'est bon, ça met tout le monde à zéro. Je crois que c'est un peu la base de DevOps, Git aussi, le fait que tout soit dans Git. Mais voilà, ce qui est dur en tant que dev, c'est qu'il faut grossir sa base de connaissances de techno, de YAML et de choses comme ça, quoi. Peut-être commencer petit et déjà visualiser toutes ces dépendances, c'est un Ce qui est dur, c'est que souvent tu arrives dans un truc qui existe déjà et faire un change dans des dizaines et des dizaines de fichiers YAML, voilà, si tu sais pas ton change là, ce que ça va impliquer sur ton pod, enfin sur tes... c'est compliqué, quoi. Ouais. Je comprends. Et Juliette, t'as un retour? Moi, j'en ai un peu parlé au début. J'ai fait un bootcamp de 3 mois en Ruby on Rails. J'étais dans 2 startups qui utilisaient pas... Enfin, tu vois, c'était des applis où on travaillait seul ou en petite équipe. Donc, voilà, on l'installait en local simplement. Puis, je suis arrivée chez Aircall, qui a fait un tournant vers le cloud, et du coup, qui était en monolith Ruby on Rails et qui est passé en microservices TypeScript et full AWS. Et sauf que moi, je suis arrivée dans ma tête en tant que développeuse web et j'ai vraiment eu une acculturation et un cheminement pour arriver à acquérir de nouvelles notions et pour passer cloud engineer et software engineer des choses toutes bêtes, mais genre comprendre la containerisation,
comprendre les montées en charge parce que du coup c'est un service téléphonique, donc il faut qu'il y a certains moments où voilà, ça demandait plus d'usage, quoi. Et après, tout ce qui était aussi tracing, monitoring, c'est beaucoup plus complexe quand on est sur un outil qui a un fort besoin de disponibilité, quoi. Donc ça a été assez dur. Et vraiment, les premiers mois, ça a été difficile. Et ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai préparé justement une conférence sur le sujet et où je suis tombée sur des podcasts de boîtes comme Lego qui sont passées aussi en cloud, AWS et en microservices et qui ont dit que oui, enfin c'est une acculturation dans les équipes, c'est pas que forcément un problème de junior parce que des gens qui ont toujours travaillé de la même façon, tu les plonges dans un environnement cloud, ça peut être violent. Et du coup, ça m'a rassurée et je vois des parcours, des gens qui disent j'ai fait 10 ans de dev et maintenant je passe dans le cloud, quoi. Et je me dis j'ai fait 3 ans de dev et puis tout d'un coup je suis passée dans le cloud sans avoir touché vraiment à Linux à la base. J'ai écrit un script bash dans ma vie, quoi. Donc du coup j'ai eu l'impression de me noyer dans un océan d'outils, d'infra mais en fait je me rends compte que c'est assez normal et là je me suis du coup focus sur AWS et je vais continuer mon chemin comme ça, quoi. Mais c'est la friction, j'ai connu. Ok. Et Hugo, tu évoquais tout à l'heure des bonnes pratiques, que l'équipe plateforme cherchait à rendre les devs autonomes en fait sur la gestion de leur infra. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez que tu souhaites partager peut-être justement au niveau de diffusion de connaissances, comment est-ce qu'ils procèdent bonne pratique, je ne saurais pas forcément les lister, mais pour rebondir sur ce qui était dit juste avant, pour moi la grosse mission de l'équipe plateforme, en fait on a parlé de la développeur expérience juste avant, c'est quelle est la complexité de développer sur un produit et c'est un enjeu, je l'ai vu dans des tonnes de boîtes avant, c'est presque on pourrait le résumer à au bout de combien de temps je suis capable de faire ma première contribution positive dans une base de code. Ça c'est un vrai truc qu'on essaie de challenger, c'est un vrai truc où on se dit c'est pas normal, c'est pas normal. C'est logique d'être responsable de bout en bout sur toute sa chaîne, mais par contre si on doit connaître 10 technos, si on doit savoir en détail, utiliser je sais pas combien d'outils pour diagnostiquer, etc. En fait on crée une charge mentale de malade sur les gens. Et ça, il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Donc on est vraiment en train d'essayer de travailler là-dessus, quoi. Quand je parlais d'outils tout à l'heure, donc les best practices, j'ai pas un truc comme ça à lister. Mais par contre, celle qu'on essaie vraiment de résoudre, c'est comment est-ce que je simplifie pour une personne donnée la stack qu'il doit maîtriser. Et ça aujourd'hui, c'est pas encore gagné, hein. Il y a encore honnêtement pas mal de taf. Si je regarde la checklist aujourd'hui pour rajouter une appli, par exemple, j'ai un nombre d'étapes incalculable et ça j'aimerais qu'on améliore. Ouais. Donc travailler la dev expérience pour moi c'est le sujet principal. Voilà, c'est pas une best practice en soi parce que j'ai rien de concret à donner, mais voilà. J'avais vu une étude d'un cabinet de DevOps qui parlait de charge cognitive aussi. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que moi vraiment la charge cognitive était devenue tout d'un coup énorme, quoi, dans les différents outils. Donc, et ça a développé un syndrome de l'imposteur, mais bon, jusqu'à ce que des fois, quand je voyais des schémas avec tous les outils en DevOps, je me dis, en fait, jamais je pourrais être compétente et avoir toutes les qualifs dans tout ça. Mais ouais, c'est aussi le rôle, normalement, d'une équipe SRE de diminuer la charge cognitive et de faciliter le déploiement, quoi. Je pense. Ce qui marche bien, c'est un peu les configs par défaut, non ? Je pense... Par exemple, voilà, j'ai une appli Java, même une appli qui n'est pas Java, j'ai une appli de base qui part en prod. Je vais avoir le monitoring sur la mémoire, le CPU, la bande passante et des alertings quand c'est au-dessus de 80. En général, ce qui marche bien pour faciliter, c'est d'avoir une config par défaut qui marche à peu près pour tout le monde. Et après, chacun tune, il y a trop d'alertes parce que je sais que j'ai des pics de consommation, donc je n'ai pas besoin d'être alerté. Je sais très bien que cette appli-là, elle marche comme ça.
Mais je pense que ça fait partie des raccourcis, quoi. Plutôt Entre que... autres, ouais. Parce que moi, j'ai eu des cas où, voilà, les équipes Ops, elles arrivent, vous voulez quoi? Et en fait, en tant que dev, ben, je sais pas. Tu veux quoi? Eh ben, je peux tout, mais tu veux quoi? Et du coup, ça fait une sorte de dialogue un peu... Donc je pense que voilà, ça se fait beaucoup dans les produits maintenant, de plus en plus. Par défaut, ça marche globalement pour tout le monde. C'est tout ce qui est tableau de bord, Datadog, Grafana, en général, maintenant, enfin je sais pas, j'ai vu plusieurs entreprises où tu as une nouvelle appli, ça arrive avec. Quoi. Ouais. Ce que j'avais en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas aussi fluide que ça. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, créer une nouvelle appli, je dois la déclarer dans divers endroits, tu vois, Argo CD, GitLab, etc., etc. Associé à ça, je vais aussi remplir certains endroits où en fait, je précise quels sont les canaux de monitoring sur lesquels il faut alerter telle ou telle équipe. Et en fait, la somme de tout ça est assez lourde. Plus l'environnement local. C'est vrai que ça, je l'ai un peu omis tout à l'heure, mais on a une DevBox avec un Docker qui fait tourner 6-7 composants. Alors, d'un côté, ça simplifie comme la vie des gens parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir les installer, tout ça. Mais de l'autre, ça peut aussi créer une certaine complexité. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, le fait de dérouler le script d'installation, il y a toujours un problème, systématiquement. Et tu te retrouves face à des trucs qui sont... Non, je vois pas de quoi tu parles. Et ça crée un gros stress, surtout pour quelqu'un qui arrive qui... Je vois très bien de quoi on parle quand on parle de charge cognitive. On vient d'arriver dans une boîte et on se dit je suis nul et la première journée, je me tape 15 erreurs d'installation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un truc compliqué, je trouve. Et de l'autre côté, moi, j'ai fait des maintenances de DevBox. C'est pour ça que je rigolais sur le... Ça marche jamais. Et effectivement, en fait, il y a... Parce qu'il y a la prod, il y a le dev, et après, il y a tout le truc au milieu, là. Les DevBox, la CI, le Docker pour le local. Le Gitflow. Et en fait, tout ça... en général, c'est plutôt les gens qui sont un peu expérimentés, un peu lead tech, principal de l'équipe qui maintiennent tout ça. Mais en fait, il y a aussi cette charge d'outils supplémentaire, entre guillemets, qui permettent le lien entre... Et puis, il peut y avoir un défaut sans être dur avec ces personnes, mais qui ont tendance à te dire « non, mais c'est facile, regarde, donc tu fais ça, machin ». Et ça, c'est vrai que c'est compliqué quand tu viens d'arriver. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, au bout de 1 ou 2 mois, te disent « je me sens moins efficace qu'avant et qui se sentent un peu coupables de ne pas être aussi productifs directement ». Donc, ça, c'est gros sujet. Je pense que le c'est facile, il faut l'effacer du langage. Oui, mais c'est ça qui me tue. Le cloud, à chaque fois, AWS, c'est hyper facile. Non. Et le juste. Non, mais il faut juste. Ouais, il faut arrêter parce qu'après, tu as des boîtes qui arrivent et qui font des virages dans le cloud. Mais c'est pas naturel. Ouais. Alors il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je pense qu'on peut conclure en disant que DevOps c'est plus une philosophie, qu'en tant que dev, on est responsable quand même de son code jusqu'au bout, jusqu'à la livraison en prod. Et que effectivement toutes les pratiques DevOps s'accompagnent d'une grande variété de notions qu'il faut assimiler. Et d'où l'importance de, comme tu évoquais tout à l'heure, de travailler la Developer Experience. Pour justement faire en sorte que toute personne qui arrive sur le projet s'acclimate tranquillement et soit pas overwhelmed, enfin je sais pas comment traduire ça. Surchargé. Chargé, voilà, largué face à la quantité d'outils. Je sais pas si l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose. Non. Je pense qu'on n'a toujours pas de définition de DevOps. Je pense qu'on gagnerait à ce que les gens disent plus qu'ils galèrent. Ouais. Parce qu'on a tendance à masquer qu'on galère, surtout quand on commence à être senior ou quoi, on veut pas. Et en fait, je pense qu'on gagnerait vraiment dans les équipes à dire qu'on galère, même quand on est. Des fois c'est masqué, donc. Mais il faudrait. Enfin, je trouve d'accord, que voilà. Et du coup, quand quelqu'un dit moi j'ai le problème, mais t'es le seul. Non. Non, c'est juste que les autres l'ont pas dit. C'est ça. Je pense que c'est la culture, on devrait la développer.
et l'extraire vers un peu plus de transparence sur le fait qu'en fait on est tous largués et puis qu'on galère sur beaucoup de choses en vrai. Après, c'est aussi l'accélération, je pense, des technologies, quoi. Enfin, c'est arrivé. Enfin, moi, j'ai rejoint la tech en 2018, donc je me rends pas compte, mais enfin, toi, vous, par rapport à vos carrières, ça s'est Je te peut-être dis, j'ai commencé à accéléré. livrer fichier par fichier avec un FileZilla, donc Oui, voilà, et eux, t'as que 15 ans d'expérience, quoi. Donc, c'est très rapide et Je pense qu'il y a un sujet de simplification. Je dis ça parce que quand on a démarré Malte, on a démarré sur un pass et cette complexité n'existait pas parce qu'on s'est mis dans des conditions où elle n'existait pas, quoi. Et on a une certaine tendance assez facilement à rajouter des briques technologiques pour X ou Y raison. C'est pas un sujet qu'on a abordé, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de simplification aujourd'hui des stacks technologiques. Moi, je suis très fan des services managés de façon générale et je suis très fan de tout ce qui est pass en général aussi. Ça, c'est un des éléments pour améliorer la développeur expérience, c'est aussi de retourner sur des choses qui... On n'a pas besoin de tout gérer non plus, quoi. Eh ben, merci pour ce moment. merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà, tout simplement. Et rendez-vous dans le cloud. Voilà. Lequel? Le multi-hybride. Merci.